Hey, salut à toutes et à tous, c'est Gigi Sky, j'espère que vous allez tous très bien et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui tout simplement pour une analyse un petit peu détaillée. Ça sera surtout des statistiques, ça sera surtout des chiffres sur la qualification pour la World Cup de finale en duo. Donc là on était sur la semaine 4, la week 4 comme on l'appelle, c'est marqué en haut duo semaine 4, la deuxième semaine de qualification pour les duos et la quatrième en tout. On le sait, il y a déjà eu deux semaines de qualification solo et là on était sur la deuxième semaine de qualification duo. Tout simplement, au niveau du classement, vous avez le classement déjà sous les yeux. Donc les E11, Stompy et Chinken qui ont été juste monstrueux, qui étaient déjà qualifiés, qui sont là allés exploser le classement avec 103 points en 9 games, ce qui est énormissime tout simplement. Ensuite en deuxième position on a les Gambit avec Fuexi et Letwick, j'imagine qu'on le prononce comme ça. En troisième position, Aqua et Cooler Nirox. On le sait, il y avait eu Cooler Left Eye la semaine dernière. Et là, le joueur Aqua qui s'est qualifié, le joueur Aqua, on le sait, qui est très en forme. Petite statistique, petite anecdote. Hier, lors des demi-finales, du moins avant-hier, samedi, Aqua et Nick Rose avaient terminé premier avec 101 points. Tout simplement monstrueux, la régularité paye. Mesdames et messieurs, en quatrième position, on a VHV Chapix et VHV Crew qui ont réussi à se qualifier, on le sait lors de la première semaine de qualification duo. Ils avaient échoué au pied du podium en quelque sorte, tout comme Solari Nikov et Solari Airwax. Cette fois a été la bonne pour eux, pour nos petits Français. Il faudra attendre un petit peu. En parlant de Français, en cinquième position, on a les deux joueurs de l'équipe Gamer Origin, les deux Français avec Deadra et Miz, donc M11Z, donc Miz, comme on le prononce. Tout simplement monstrueux, dans le premier duo français qualifié pour aller à New York, qui représentera les couleurs de la France, les couleurs bleu, blanc, rouge, de la patrie, de la nation tout simplement, et les couleurs aussi de l'Europe, parce qu'ils se sont qualifiés en tant que joueurs européens. Donc ils iront à New York du 26 au 28 juillet 2019, donc on attend ça avec impatience bien évidemment. Lors des demi-finales, j'ai mis quelques petites statistiques. Donc, comme je vous l'ai dit, Aqua et couleur Nirox qui avait terminé premier et qui l'a terminé en troisième position. Donc, belle performance, belle régularité. Au niveau de Chapix et de Crew, ils avaient terminé 11e avec 92 points. Un petit peu moins de points ici, mais la qualification quand même. Chapix et Crew qui terminent donc quatrième. Et ensuite, les Géos qui avaient fini à la 92e position avec 79 points, qui ont fait un step-up énorme pour aller chercher cette qualification. Alors oui, c'est vrai, ils ont augmenté un petit peu leur nombre de points, donc ça veut dire qu'ils ont progressé entre la demi-finale et la finale, et ça leur a suffi, bien évidemment. Alors ça leur a suffi parce que Stompy et Chinken étaient déjà qualifiés, du coup au lieu de prendre les 4 premiers, on a pris du deuxième au cinquième. Vous avez compris. Lors de la première semaine de qualification duo, Chinken et Stompy avaient terminé troisième. Là, ils vont chercher la première place. Un style de jeu un petit peu plus libéré, peut-être. On va être peut-être un petit peu plus agressif. On va analyser. Alors, pas forcément leur game. On va mettre un gameplay en fond. Mais on va essayer d'analyser sur l'ensemble des 9 games. J'ai essayé d'analyser les 9 games. Et on va regrouper toutes les informations importantes sur ces 9 games. Au niveau des Gambit, des joueurs Gambit, 33e lors de la première semaine avec 65 points. Donc, un beau step-up. Pareil pour Aqua et Nirox, 64e. C'est les VHV, voilà, comme je vous ai dit, les VHV étaient 7e, là ils sont 4e. Donc là, pareil, de la régularité, on continue les bonnes performances et on arrive petit à petit à aller chercher donc la qualification pour aller jouer à New York, donc fin juillet. Au niveau des Géos, on était 87e avec 56 points et là on step up complètement, 56 points, on passe à 85 points, ce qui est tout simplement énormissime. Donc, on va parler un petit peu déjà des changements qu'il y a eu entre la première semaine de qualification duo et cette deuxième semaine de qualification duo. On le sait, il y a eu des changements majeurs. Il y a eu notamment l'ajout de la bombe ténébreuse. On en parlera peut-être dans une prochaine vidéo avec des gameplays. Voilà, avec des gameplays en fond comme ça pour illustrer un petit peu la bombe ténébreuse qui vous permet de devenir invisible pendant 6 secondes. 6 secondes si vous touchez le sol au bout de ces 6 secondes. Je vous montrerai quelques petits gameplays. Disons que si vous passer de mur en mur en faisant des double jumps, vous pouvez rester quasiment en illimité en tant qu'invisible, mais vous ne pouvez rien ramasser, vous ne pouvez pas décider quand vous sortez du mode invisible. Il y a des bons points, il y a des mauvais points, heureusement parce que l'objet est très fort. Deuxième grosse nouveauté entre la première semaine et la deuxième semaine de qualification duo, gros changement, c'est la map, tout simplement, c'est la map, c'est la carte de Fortnite qui a changé, qui a beaucoup
beaucoup changé avec, on le sait, l'événement qui a eu lieu samedi soir. Donc entre les demi-finales et les finales, il y a eu un gros changement avec la destruction de Tilted et la destruction de Retail. On ne savait pas est-ce que les deux zones allaient être jouées. On va analyser ça tout à l'heure. J'ai fait une petite map, voilà, une petite map avec avec des statistiques, voilà, avec le nombre de joueurs qui sautaient dans quelle zone, tout ça, avec des chiffres. On va analyser ça tout simplement ensemble. Donc au niveau de Stompy et de Chinken, qu'est-ce que je me suis marqué? Voilà, je me suis marqué qu'ils avaient fait donc 9 games, 4 grosses games sur 9, donc un peu moins de 50% de grosses games, 3 avec des boules. Ils ont sauté donc à Frosty 3 fois. 3 fois ils ont eu des boules et 3 fois ils sont allés nous chercher des games à 11 points, 21 points et 23 points, ce qui est tout simplement énorme. Je vais vous montrer l'historique des parties. Donc voilà. Donc, première partie, on va chercher une boule. On fait top 2, 4 kills, ce qui nous fait quand même 11 points. Ensuite, on va aller chercher sur la 8ème et la 9ème game aussi une boule. Top 1 et top 2, 11 kills et 16 kills. Donc 2 games à 21 et 23 points, ce qui est tout simplement énormissime. Et ensuite, voilà. Sur la 5ème game, ils sont allés chercher une petite 12 kills top 1, tout simplement 22 points, ce qui est énormissime. Avec un spawn à Happy Hamlet. Sinon, on est sur vraiment des spawns Frosty Flight. Frosty Flight qui est très joué, qui est très prisé, une destination très prisée sur ces worlds, sur ces qualificatifs de world, tout simplement parce qu'il y a les boules. Donc, au niveau des spawns qui sont pas mal joués, je vais vous montrer. J'ai fait une petite photo montage. Donc on va mettre ça, on va analyser ça tout simplement. Voilà, nous y sommes. Donc, qu'est-ce qu'on peut analyser sur cette carte? Tout simplement, donc là, on est sur les drops des joueurs qui ont composé les games de Chinken et de Stompy lors de leurs 9 games. Donc, j'ai superposé les 9 drops de tous les joueurs pour essayer de voir un petit peu, comme vous savez, on peut faire une sorte de densité, voilà, une densité de population. Et bien là, c'est une densité sur les drops. Donc, qu'est-ce qu'on peut analyser? On peut analyser que du côté de Happy Hamlet, tout simplement, c'est très joué. Happy Hamlet, très joué. Frosty Flight, on n'en parle même plus. Du côté de Paradise Palm, c'est très joué aussi. On va remonter un petit peu sur le nord, Pleasant Park, qui est beaucoup joué. Après, sur les zones qui sont un petit peu moins jouées, je vois que Lucky Landing n'est pas si joué que ça. Retail a été joué un petit peu, mais pas trop quand même. Tilted, regardez, il n'y a personne à Tilted tout simplement. Je crois que sur les 9 games que j'ai pu analyser, il y a eu une ou deux équipes grand max qui ont sauté du côté de Tilted. Junk Johnson, pas grand monde non plus. Dans le nord, tout simplement, dans le nord, hein, le nord, on n'est pas blanc. Allez, j'allais faire une petite anecdote sur Game of Thrones. On ne la fera tout simplement pas. Mais sur le nord de la carte, on analyse qu'il n'y a pas tant de monde que ça. Du côté de Lonely Lodge non plus, vous voyez, le spawn de Solary Nikoff et de Solary Airworks, il n'y a pas grand monde. Du côté du circuit, en redescendant un petit peu, il n'y a pas non plus grand monde dans ce désert. Dans le désert, vous voyez, il y a beaucoup de monde du côté de Paradise. Et tout en bas, au niveau de la pointe tout en bas, avec un petit peu de monde. Niveau forêt, pas grand monde. Pleasant Park qui est beaucoup joué. Le bloc qui a été un petit peu joué, mais pas tant que ça. On a l'impression que c'est joué parce que c'est une zone qui est très petite. Donc du coup, toutes les flèches vont au même endroit. Mais sinon, il n'y a pas eu tant de monde que ça. Loot Lake, il n'y a pas eu grand monde non plus. Tilted, on n'en parle même pas, il n'y a eu personne. La petite usine juste côté ouest de Tilted, pas grand monde non plus. Snowby Shore, voilà, un petit peu joué, un spawn un petit peu tranquille. Pirate aussi, pas trop joué non plus. Mais le nord, vraiment, à part Pleasant Park, n'est quasiment pas joué. Et ça, c'est quand même une statistique très intéressante. Niveau désert, on l'a dit, il y a 2 zones qui sont jouées. Donc la petite pointe tout en bas à droite. Et Paradise Palm, circuit n'est quasiment pas joué. Fatal un petit peu quand même, Voilà, on ne dénigre pas Fatal. Fatal, c'est pas une zone que j'apprécie tout particulièrement, que j'affectionne, avec la problématique justement de tous ces bush, hein, de tous ces bush que je n'aime pas trop, Le Kill Landing pas beaucoup joué, et par contre niveau neige, voilà, du côté de la neige, on a beaucoup de monde avec Happy Hamlet, avec les usines aussi, il me semble, qui sont beaucoup jouées. Happy Hamlet, usine, Frosty Flight, Polar Peak un petit peu, Shifty pas trop. Voilà, Shifty, Camp de Pirate, Camp de Gitan, tout ça qui ne sont pas trop joués, qui ne sont pas trop mis en avant. Mais Frosty Flight vraiment qui ressort comme la ville numéro 1 tout simplement. Donc pourquoi les joueurs ont drop tout simplement à ce genre d'endroit, à ce genre de drop, à ce genre de ville? Et bien tout simplement parce qu'il y a des boules. Oui, mesdames et messieurs, il y a des boules. Oui, mais, parce qu'il y a toujours un mais, on va analyser ça quand même ensemble. Il y a toujours un mais,
il y a toujours mais, parce que tout le monde dit oui, les boules sont énormément jouées, etc., etc. On va voir quand même que sur certaines zones qui sont jouées, il n'y a pas de boules, et ça, je trouve que c'est très très bien pour la suite des compétitions. Donc on va commencer par Frosty Flight. Tout simplement, Frosty Flight, c'est la ville numéro 1 de ces qualificatifs en duo. Et on le voit, il y a beaucoup de boules. Vous le savez, au niveau du bâtiment où il y a la piste d'atterrissage après qui démarre. La piste de lancement hein, pour les avions, quand il y avait des avions avant. Je crois qu'à l'intérieur de ce bâtiment, il doit y avoir peut-être 5-6 boules. 5-6 boules, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est très prisé, c'est très joué. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que du coup, en remontant un petit peu à gauche de Polar Peak, c'est pas tant joué que ça. Un petit peu quand même, mais pas tant que ça. Ensuite, au-dessus de Happy Hamlet, donc il y a forcément cette petite colline qui redescend sur le camp de gitans de Shifty Shouts, donc qui est quand même pas mal joué, voilà, qui surplombe usine, qui est pas mal joué, mais pas tant que ça non plus. Donc peut-être la possibilité, si vous voulez jouer les boules, de spawn ici. Je trouve que pour ma part, je trouve que il y a de bonnes rotations, il y a des tyroliennes pour essayer de se déplacer. On peut être sur les hauteurs de usine. Je trouve cette zone assez intéressante. Dans la zone, si vous voyez pas dans laquelle je parle de la D8, zone D8. Donc cette zone qui est, je pense, très intéressante. Ensuite, tout en restant dans la neige, au-dessus de Shifty Shouts, le petit camp de pirates, en dessous de Tilted, donc un peu plus au sud de Tilted. Il n'y a pas grand monde non plus. Donc une zone qui peut être jouée. Après, malheureusement, là vous allez chercher une boule, mais vous n'avez quasiment aucune arme. Il y a quasiment aucune arme dans ce camp de pirates. Il y a peut-être, je sais pas, il y a peut-être 2 coffres, on va dire, grand max, 1 ou 2 caisses de munitions. Mais après, où vous allez, parce que juste en dessous, il va y avoir le Greasy Groove qui est enneigé. Avec la glace, vous glissez. Pas facile d'aller chercher des kills là-dessus si vous n'avez pas grand-chose. Difficile de construire aussi avec la vitesse de la glace. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que c'est pas joué. Les dégâts sur Shifty sont compliqués parce qu'on sait que Shifty n'est pas trop joué, mais il peut quand même y avoir du monde. Donc assez difficile. En remontant sur Pleasant Park, juste à gauche de Pleasant Park en B4, vous voyez la densité de joueurs qu'il y a eu sur cette toute petite zone. Alors oui, c'est une petite zone, donc toutes les flèches sont regroupées, donc on a l'impression qu'il y a beaucoup de monde. Mais sur toutes les games, il y avait au moins 1 à 2 équipes quand même. Donc là aussi, c'est pareil, c'est compliqué quand même d'aller chercher une boule parce que les boules, c'est aléatoire. Si vous avez une boule, vous êtes content. Mais si vous n'avez pas de boule, vous l'avez un peu dans le huc, comme on dit. Et pareil, si vous allez sur la boule directement mais que vous n'avez pas de stuff, ou allez-vous derrière, ou décalez-vous. Pleasant est souvent très joué. Peut-être décalé sur Haunted Hills derrière qui n'est pas trop joué. Pourquoi pas, mais assez compliqué. Ensuite, au-dessus de Pleasant Park, donc en D3. En D3, alors je connais pas cette zone, il me semble. Alors c'est peut-être une petite pharmacie rouge, peut-être, avec une boule à l'intérieur qui n'est pas trop jouée non plus. On va se rapprocher ensuite du Lazy Lagon avec des boules du côté de Lazy Lagon. On va voir que c'est un petit peu joué mais pas beaucoup non plus. Il y a beaucoup d'arbres mais c'est pareil, ou décalé après. Toujours compliqué. C'est pour ça que Frosty est très joué parce que Frosty, il y a beaucoup de bâtiments. Donc il y a la possibilité d'aller chercher beaucoup de stuff. Autour du volcan, c'est pareil, il y a du monde, mais sans plus non plus, on l'a dit, dans tout le nord. Vous voyez, dans toute cette partie nord, si vous voulez jouer boule, vous pouvez aller dans toute cette partie nord, dans toute cette partie forêt. Mais le problème, ça va être ces fameuses décales. Parce que du côté de Sunny Steps, il y aura toujours quand même au moins 2 équipes. Donc compliqué si vous n'avez pas de stuff pour aller fight. Et ensuite, on le sait, il y a ce fameux camp de gitans en bas de Retail, hein, dans le très proche de Retail. Il y a ce petit camp de gitans où juste au-dessus, il y a un geyser et une sorte de petite pharmacie rouge. Vous devez voir de quoi je parle. Avec, il peut y avoir jusqu'à 4 boules, je crois. Vous pouvez décaler jusqu'à Lonely. Donc une zone quand même assez intéressante. Et je vois qu'il y a du monde, mais pas tant de monde que ça non plus. Il y a dû avoir peut-être une dizaine d'équipes à max qui a sauté sur cette petite colline. Alors que pourtant j'aurais pensé qu'il aurait pu y avoir peut-être plus de monde. Parce que j'aime beaucoup cette zone pour ma part. Et ensuite en dessous de Retail Row, vous savez, cet endroit de désert qui... juste en position H7, voilà, H7, cette position où je drop très souvent. Il y a beaucoup de stuff, donc on le voit, il y a quand même pas mal de monde qui a sauté. Soit vous décalez sur Paradise, c'est pas forcément le plus conseillé, soit vous décalez sur Circuit, mais c'est pas forcément le plus conseillé. Généralement, ce que vous faites, c'est que vous allez remonter, soit avec les geysers ou avec les boules si vous n'avez pas eu de boules, parce qu'il y a beaucoup de geysers. Vous pouvez décaler du côté de Fatal, vous pouvez décaler du côté de Salty, de Retail. Donc c'est une zone que j'apprécie beaucoup pour ma part. Donc voilà pour ce qui était de l'emplacement des boules, vous voyez, de cette petite
juste la position de cette analyse avec où sont les boules, où sont placées les boules et où les joueurs ont drop, on voit quand même qu'il y a une certaine similarité, une certaine entre guillemets coïncidence. Donc ça concorde assez bien avec le drop, avec l'emplacement des drops des boules. Après Happy Hamlet, on a dit, il y a beaucoup de monde. Happy Hamlet qui est devenu aussi une des plus grosses villes maintenant que Tilted a été détruit ou détruite, la ville de Tilted. Et tout pareil pour Paradise Palm. Paradise Palm, ce qui est bien, c'est que si vous êtes 3 équipes, vous pouvez, entre guillemets, vous partager le loot. Vous voyez qu'il y a une équipe sur le premier bâtiment, vous allez dans le deuxième. Si vous voyez qu'il y a une équipe aussi dans le deuxième, vous allez dans le troisième. Donc il y a la possibilité que tout le monde se drop quand même assez facilement. Et Pleasant, Pleasant, c'est un peu des villes comme Fatal, comme Salty. Voilà, c'est des villes où il y aura toujours quand même un petit peu de monde, on le sait, ce sont des anciennes villes, ce sont les premières villes tout simplement qui ont eu lors de la première saison, de la première map, et elles restent là, solides. Donc du côté de Tilted, personne. Du côté de Tilted, alors est-ce que ça va être joué maintenant que l'on réalise qu'il n'y a quasiment personne qui est parti là-bas? Je pense que ça peut être jouable. Petite dédicace donc à Sam, le coach de Solari, de l'équipe Solari, qui a annoncé vouloir peut-être travailler cette zone en off avec ses joueurs, tout seul, essayer d'analyser les coffres, le positionnement, les décals que ça amène. On le sait, Tilted c'est très fort. Pourquoi Tilted c'est très fort? Mais Tilted c'est très fort parce que c'est tout simplement au milieu de la zone. C'est au milieu de la zone. Alors peut-être un petit peu moins de palettes pour chercher du bois, pour chercher des constructions. À voir, à analyser tout simplement. Et du côté de retail, on a vu qu'il y avait quand même du monde. Qui allait du côté de retail. Mais c'est un retail qui a quand même été sacrément nerfé. Ça, on peut pas se l'enlever, on peut pas se le cacher. Donc voilà pour ce qui est de cette analyse. Donc pour ma part, je pense, est-ce qu'on se regarde un gameplay ou pas? On peut peut-être se regarder un petit gameplay. On va peut-être analyser un gameplay sur une autre, je pense, vidéo. On va s'analyser une petite vidéo des Eleven, Stompy et Chinken. Et on fera une autre vidéo aussi où on analysera la qualification des GO, tout simplement, de mise et de Deadra. Je pense avoir plus ou moins tout dit sur ce que je voulais dire. Une autre analyse que j'avais pu faire sur les games de E11, mais j'ai envie d'analyser un peu plus de games avec les autres qualifiés pour voir si ça se répète à chaque fois. Je m'étais marqué qu'il y avait quasiment une game sur 2 qui était une game qu'on appelle le stack, donc une game où il va y avoir entre 60 et 70 joueurs sur les dernières zones. Donc des games souvent où tous les meilleurs joueurs européens sont réunis. Donc avec les Solari, avec les Dual Media, avec les Exalti, avec des équipes de Géo par exemple, etc. Donc une game sur 2 qui sont quasiment stack. Lors des games stack, je vois que là j'ai la game numéro 4, la game numéro 6 et 8. 4, 6, 8. 4, 6 et 8. J'essaie d'analyser un petit peu si le nombre de kills que les joueurs ont réalisé, que les Eleven sont les mêmes que dans les autres parties. Donc lors de la game numéro 4, ils sont morts au début. La game numéro 6, ils sont morts aussi au début. Donc dans les games stack, pas beaucoup de réussite pour les joueurs Eleven. Et dans la game 8, ils sont allés chercher tout simplement le top 1 avec la boule. Donc voilà, on le sait, la boule c'est très fort. Comme je l'ai dit, sur les 4 grosses games, il y en a 3 avec boule. Ça permet d'aller chercher le late game assez facilement, de sortir avec 1500 constructions. Il n'y a rien à dire, on le sait, il faut jouer boule. C'est une méta où malheureusement il faut jouer boule. On le voit, ce sont peut-être les deux, le meilleur duo. C'est sûrement même le meilleur duo vu la régularité européenne. Et ce sont des joueurs, j'ai une image d'ailleurs que je vous montrerai. Et ce sont des joueurs qui jouent boule, qui ne jouent pas tout le temps boule, parce que sur certaines games ils sont partis du côté de Usine ou de Happy Hamlet, qu'ils aiment beaucoup aussi. Ils sont partis 3 fois du côté de Happy Hamlet. Donc sur leur off drop, au niveau des kills, au niveau de la répartition des kills, on a eu donc lors de leurs 2 top 1, au niveau de leurs 2 top 1, beaucoup de kills, quasiment tous les kills à la fin. Pareil pour leur top 2, 16 kills, tous les kills à la fin aussi. Combien ont-ils pu faire de game rush? La deuxième game me semble être une game rush, plus ou moins. Alors ils n'étaient pas partis pour faire une game rush. Alors c'est ça qui serait intéressant quand même aussi à analyser. Mais là je n'ai pas l'analyse sous les yeux.
parce que j'ai pas eu le temps d'analyser assez non plus les games, mais c'est voilà, c'est de savoir à quel moment on peut dire que c'est une game rush, à quel moment on dit que ce n'est pas une game rush. Parce que toutes les parties, ils ont essayé quand même de les jouer à fond. Forcément, quand vous faites une game rush, ben, vous allez jouer un petit peu plus agressif sur le spawn. Mais si vous sortez du spawn avec une scar, avec un pad, tout ça, est-ce qu'à quel moment vous vous dites ben, je la joue quand même? Donc cette statistique, je l'ai pas, je suis pas dans la tête des joueurs non plus. Ça serait bien d'avoir leur analyse à eux, bien évidemment. Mais voilà pour ce qui est des statistiques et de ce que j'ai pu analyser un petit peu sur les games avec ce graphique et le nombre de joueurs qui ont drop sur telle et telle zone. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donc c'était DigiSky. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous voulez qu'on analyse. Donc il y a tous les replays de disponibles. Donc on peut tout analyser et on pourra analyser des games. Une game sûrement de Stompy et de Chinken et après une analyse aussi détaillée pour des Adra et Miz, savoir comment ils se sont qualifiés, tout simplement. Je vous fais des bisous, c'était Gigi Sky. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner si ça vous a plu pour ne louper aucune vidéo. Bien évidemment, l'autopromotion, il n'y a rien de mieux, ça fait moins mal que l'auto fait. On va s'arrêter là. Allez, ciao.